Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tenir au milieu de votre potager et de vous demander pourquoi? Pourquoi chaque année, en août, chez la voisine, c'est un véritable festival de tomates? Ces plants ploient sous le poids des fruits, alors que chez vous, il ne reste que des grappes chétives, des fleurs séchées et des petites tomates que vous avez presque honte de couper en salade. Pourtant, vous avez tout fait. Vous avez arrosé, fertilisé, supprimé les gourmands, lu des articles, regardé des vidéos, posé des questions sur les forums. L'un dit « Ajoute ceci ». L'autre dit « Non, mets cela ». Un troisième conseil de tout mélanger dans un seau, de laisser reposer une semaine à la pleine lune et de pulvériser exclusivement entre 7:0 et 8:0 du matin. Dans votre tête, c'est le chaos. Dans votre cabanon, il y a une étagère avec 50 flacons dont la moitié n'a jamais été ouverte, et les tomates ne sont toujours pas là. Ça vous parle? Alors écoutez attentivement, car aujourd'hui, je vais vous dire ce que la plupart des jardiniers apprennent soit trop tard, soit jamais. Non pas parce que c'est un secret d'État, mais parce que c'est tellement simple que ça semble impossible que ça fonctionne. Il paraît incroyable que 3 ingrédients bon marché, que l'on trouve dans chaque maison, puissent radicalement changer ce qui se passe dans vos planches de culture, n'est-ce pas? Et pourtant ils le peuvent, et je vais vous le prouver. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Soyons honnêtes, nous vivons dans une ère de surcharge informationnelle. Vous allez sur Internet pour un conseil, et vous obtenez 100 avis contradictoires. Votre cerveau fait alors ce qu'il fait toujours dans ces cas-là, soit il essaie tout à la fois, soit il laisse tout tomber. Les jardiniers du premier type sont ceux qui ont les 50 flacons dans le cabanon, ils essaient tout. Aujourd'hui des acides humiques, demain un stimulateur japonais à 80 €, après-demain un purin d'ortie, des peaux de bananes et des coquilles d'œufs en même temps. Les effets sont imprévisibles, car quand on change 10 variables à la fois, on ne sait pas ce qui a fonctionné ou non. Les jardiniers du deuxième type haussent les épaules, ils plantent, arrosent et s'en remettent à la nature. Parfois ça marche, mais souvent non. Mais il existe un troisième type, les plus rares. Ce sont ceux qui ont compris une chose fondamentale. La nature n'aime pas la complexité, elle aime la précision. Une plante a besoin d'une nourriture spécifique à un moment spécifique, ni plus ni moins. Si vous en donnez trop, vous nuisez. Si vous donnez au bon moment et dans la bonne quantité, vous obtiendrez des résultats qui vous surprendront chaque année. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. De quoi la tomate a-t-elle vraiment besoin? Avant de passer à la recette, il faut comprendre une chose importante. Sinon, vous ne ferez qu'exécuter aveuglément des instructions sans savoir pourquoi elles fonctionnent. Et quand on comprend le processus, on ne fait plus d'erreurs. La tomate n'est pas une simple plante, c'est une petite usine de production de fruits et, comme toute usine, elle fonctionne par étapes. D'abord, la construction. Elle développe les racines, la tige, les feuilles. Puis la préparation à la production, floraison et pollinisation. Et enfin, la production elle-même, nouaison et maturation des fruits. À chaque étape, l'usine a besoin de ressources différentes. En phase de croissance, l'azote est le matériau de construction de la masse verte. Sans lui, les feuilles sont pâles et fines et le plant a l'air misérable. En phase de floraison et de nouaison, le phosphore et le potassium sont nécessaires. Le phosphore est responsable du système racinaire et aide la fleur à se transformer en fruit. Le potassium s'occupe du sucre et de la résistance du fruit. Et puis il y a les éléments, le bore et le calcium. C'est là que la plupart des jardiniers perdent la main. Tout le monde connaît le NPK, azote, phosphore, potassium, mais le bore, presque personne n'en parle. Le bore est l'élément sans lequel la pollinisation ne fonctionne pas correctement. Imaginez, la fleur s'est ouverte, tout est prêt, mais le pollen n'est pas viable ou germe mal. Le fruit ne se forme pas, la fleur tombe. Vous regardez vos grappes vides et vous vous demandez ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est exactement cela. Une carence en bore en phase de floraison est l'une des causes principales de la coulure des fleurs chez la tomate. Mais ce n'est pas tout. Quand il fait une chaleur de plus de 30 degrés, le pollen de la tomate meurt littéralement, il devient stérile. Cela signifie que même avec les meilleurs soins et engrais, un été brûlant peut détruire votre récolte dès le stade de la fleur. Et c'est là qu'intervient à nouveau le bore. Il aide la plante à survivre au stress thermique et à maintenir la vitalité du pollen, même en pleine canicule. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Les 3 ingrédients qui changent tout,
Alors retenez bien, 3 composants. Tous coûtent quelques centimes. Tous sont disponibles dans n'importe quel magasin ou pharmacie. Le lait. Du lait classique du commerce, peu importe le taux de matière grasse, sans additifs et sans sucre, juste du lait. Le lait contient du calcium, des protéines, du lactose et toute une série d'acides organiques. Lorsqu'il arrive à la surface de la feuille, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, le calcium renforce les parois cellulaires de la plante. C'est une prévention directe contre la nécrose apicale, le fameux cul noir de la tomate. Deuxièmement, les protéines de lait forment un film mince sur la feuille, ce qui rend difficile l'adhésion et la germination des spores de champignons. Le lait est en fait un fongicide naturel et un engrais en un seul produit. De plus, il crée un milieu légèrement acide sur la feuille, et c'est précisément dans un tel milieu que les nutriments sont les mieux absorbés. L'acide borique, vendu dans toutes les pharmacies sous forme de poudre blanche. C'est lui qui fournit ce bore crucial dont nous parlions. Il est cependant important de comprendre, le bore est nécessaire en quantité infime. C'est un oligo-élément. Un surdosage est aussi nocif qu'une carence. Par conséquent, le dosage est de une demi-cuillère à café pour 10 litres d'eau, ni plus ni moins. Et un détail crucial, l'acide borique ne se dissout pas du tout dans l'eau froide. Si vous le versez dans un seau d'eau froide, il restera au fond. Les cristaux arriveront sur la feuille et provoqueront des microbrûlures. C'est pourquoi on le dissout d'abord dans un récipient séparé avec de l'eau chaude, environ 60 à 70 degrés, jusqu'à ce que la solution soit transparente, et seulement alors on l'ajoute au volume principal. L'iode teinture, d'iode de pharmacie, ce petit flacon orange bien connu. L'iode est un puissant antiseptique naturel. Il freine le développement des maladies cryptogamiques, du mildiou, de la pourriture grise et de l'alternariose, en agissant non seulement de manière curative, mais aussi préventive. La dose est de 8 gouttes pour 10 litres. Exactement des gouttes, pas des cuillères. L'iode en grande quantité brûle la feuille. 8 gouttes et c'est tout. Pourquoi maintenant ? Le timing est plus important que vous ne le pensez. Le moment où vous donnez l'engrais est tout aussi important que ce que vous donnez. Imaginez que vous vouliez aider un ami à déménager. Si vous venez avec votre boîte à outils une semaine avant, ça ne servira pas à grand-chose. Si vous venez un mois après, c'est trop tard. On a besoin de vous exactement le jour du déménagement. Avec la tomate, c'est pareil. Donner cette nourriture en phase de croissance active n'a pas de sens, la plante dirigera tout vers le feuillage. La donner quand les fruits sont déjà mûrs et rouges, c'est aussi trop tard. Le moment en or est celui où le premier bouquet a déjà fini de fleurir et que de petites tomates vertes de la taille d'un petit pois y sont apparues. C'est exactement à ce moment-là que la plante a le plus besoin de bord, de protection et de stimulation. C'est là que votre solution fonctionnera à 100%. Répétez une deuxième fois après 10 à 14 jours. Plus de 3 fois par saison n'est pas nécessaire. La fertilisation foliaire ? Pourquoi par la feuille ? Beaucoup de gens regardent la pulvérisation des feuilles avec méfiance. Comment ça, nourrir les feuilles ? La nutrition ne passe-t-elle pas par la racine ? Si, mais pas seulement. La feuille n'est pas seulement l'organe de la photosynthèse, c'est aussi un organe de nutrition. Sur la face inférieure de chaque feuille se trouvent des milliers de minuscules ouvertures, les stomates. C'est par là que la plante respire et par là qu'elle peut absorber des nutriments directement de l'air ou de la surface de la feuille. La vitesse d'absorption par la feuille est plusieurs fois supérieure à celle par la racine. Un engrais par la racine peut mettre des jours à arriver jusqu'au fruit. Le foliaire agit déjà après quelques heures. C'est comme la différence entre un cachet et une injection. C'est pourquoi la fertilisation foliaire est les premiers soins pour la plante, surtout en période de stress, canicule, maladie. Mais il y a une astuce. Les stomates sont beaucoup plus nombreux sur la face inférieure de la feuille. La face supérieure de la feuille est une armure, recouverte d'une épaisse couche de cire. La face inférieure est douce, poreuse et ouverte. La conclusion est claire. Il faut pulvériser de bas en haut. Oui, c'est inconfortable. Il faut se baisser. Mais la différence d'efficacité est énorme. Préparez la plante, la taille et les gourmands. Vous pouvez avoir la meilleure solution au monde. Si vos plants sont une jungle verte, vous n'aurez pas de résultat. Il existe 2 types de jardiniers. Ceux qui prennent soin de leurs tomates
et ceux qui ont pitié de la plante. C'est précisément cette pitié qui ruine la récolte plus souvent que n'importe quelle maladie. On regarde un buisson vert luxuriant et on se dit « comme il pousse bien, tout va bien ». Mais la plante, à ce moment-là, nourrit le feuillage, pas les fruits. La tomate est, dans la nature, une plante rampante. Elle n'a pas l'instinct de monter en hauteur et de donner de gros fruits. Son instinct est d'occuper le plus d'espace possible, de faire le plus de tiges possible et, au final, de donner n'importe quelle graine. Notre tâche est d'expliquer à la plante une autre stratégie. Ne pousse pas partout, mais pousse ici et donne des fruits. Qu'est-ce qu'un gourmand ? C'est la tige latérale qui pousse à l'aisselle de la feuille, l'angle entre la tige et la feuille. Chaque gourmand est un voleur de ressources. Il utilise de l'eau et de la nourriture pour construire sa propre tige et ses propres feuilles, alors qu'il donne très peu de fruits. Les règles d'or de la taille des gourmands. N'attendez pas qu'ils soient grands. Un gourmand de 2 à 3 cm s'enlève facilement et laisse une petite plaie. Enlevez-les à la main, pas avec des ciseaux. Les ciseaux transmettent les maladies de plan en plan. Laissez un petit talon de 1 cm. Ainsi, à cet endroit, un nouveau gourmand ne repoussera pas immédiatement. N'arrosez pas les tomates pendant au moins 1 jour après la taille. Les plaies doivent sécher. Les feuilles du bas. Pourquoi faut-il les enlever ? Les feuilles qui touchent le sol sont la porte d'entrée du mildiou. Les spores vivent dans le sol et sautent sur les feuilles à chaque pluie ou arrosage. Enlevez-les progressivement. Règle : pas plus de 3 feuilles à la fois. Si vous arrachez 15 feuilles d'un coup, la plante entre en état de choc et s'arrête de pousser pendant 2 semaines. Une seule tige ou 2. En plein terre, au jardin, je recommande la culture sur une seule tige. Ainsi, le plant est mieux ventilé et sèche plus vite après la pluie. En serre, vous pouvez laisser 2 tiges, la tige principale et le gourmand qui pousse juste sous le premier bouquet de fleurs, car les conditions y sont plus contrôlées. Recette étape par étape, pour 10 litres de solution. L'eau. Il vous faut 9 litres d'eau reposée sans chlore à température ambiante. L'eau froide du puits choque la plante et ferme les stomates. Le lait. Ajoutez 1 litre de lait classique à l'eau. L'acide borique, prenez une demi-cuillère à café, environ 2 g, et dissolvez-la séparément dans un verre d'eau chaude jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement transparente. Versez dans le mélange au lait. L'iode. Ajoutez exactement 8 gouttes d'iode. L'astuce en plus ? Le savon. Ajoutez une demi-cuillère à café de savon noir liquide. Le savon réduit la tension superficielle de l'eau, ainsi les gouttes ne roulent pas sur la feuille, mais s'étalent comme un film. Comment pulvériser correctement ? Moment de la journée. Dehors. Jamais le matin, sous un soleil de plomb, les gouttes agissent comme des loupes et brûlent la feuille. Pulvérisez le soir, 1 heure avant le coucher du soleil. En serre, pulvérisez tôt le matin, mais assurez une très bonne ventilation pour que les feuilles soient sèches avant midi. Technique, la priorité est la face inférieure des feuilles. Fréquence, 2 à 3 fois par saison, avec un intervalle de 10 à 14 jours. Ce qu'il ne faut faire en aucun cas, n'augmentez pas la dose d'iode ou d'acide borique. Plus ne signifie pas mieux, cela signifie des feuilles brûlées. Ne gardez pas la solution pour le lendemain. Le lait va tourner, l'iode va s'évaporer. Préparez exactement ce que vous allez consommer. S'il vous en reste, pulvérisez les poivrons ou les aubergines. Ne mélangez pas cette solution avec des préparations à base de cuivre, comme la bouillie bordelaise. Le cuivre et l'iode se neutralisent l'un l'autre. Le résultat final. Si vous faites tout correctement, voici ce que vous verrez. Quelques jours après la première application, les feuilles deviendront plus foncées et plus brillantes. Après 2 semaines, vous remarquerez que les fleurs ne tombent plus et que les grappes sont pleines. En août, alors que les autres se battront contre le mildiou et les plants secs, vous aurez une récolte lourde, saine et sucrée. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'agronomie simple appliquée au bon moment. Bonne chance au potager et que vos grappes ploient sous les tomates.